Mon père m'a dit que j'étais le plus stupide, exactement 3 jours avant de me rayer officiellement de son testament. Il l'a dit en coupant son steak saignant, lors du petit déjeuner du dimanche, assonnant le coup avec le même ton désinvolte et indifférent qu'il utilisait pour se plaindre de la bourse ou de la météo. Ta sœur gère des portefeuilles de patrimoine pour des milliardaires, a-t-il ajouté, sans même lever les yeux de son assiette parfaitement dressée. Ton frère possède une chaîne de centres de fitness de luxe. Et toi, Alden, tu as abandonné une carrière stable pour acheter un vignoble pourrissant et mort, incapable de faire pousser une seule mauvaise herbe. Je me souviens du grincement aigu d'un couteau à steak sur la porcelaine fine. Je me souviens de ma mère, fixant sa tasse de thé d'un air absent, absolument terrifiée à l'idée de perturber la paix du matin. Personne ne m'a défendu. Personne n'a même osé respirer trop fort. Et dans ce silence étouffant, j'ai finalement accepté ce que j'avais toujours su, j'étais déjà effacé de cette famille. Cette terre stérile leur a juste donné une excuse pour finaliser les formalités. Ils m'ont renié pour de la terre. Mais ils ignoraient que, 3 ans plus tard, cette même boue sans valeur briserait leur fierté immaculée en 1 million de morceaux. Je dois revenir un peu en arrière, car pour comprendre la folie absolue des 65 millions de dollars, il faut saisir exactement ce que j'ai abandonné et à qui j'avais affaire. J'avais 31 ans. Jusqu'au jour où j'ai acheté cette terre désolée, je travaillais comme évaluateur de risques immobiliers, dans une entreprise corporative élégante du centre-ville. Je portais des costumes bleu foncé. Je transportais la mallette en cuir coûteuse. Je jouais parfaitement le rôle du bon soldat de l'entreprise. Mais aux yeux de mon père, j'étais toujours le plus bas de l'échelle, le dernier des derniers. Mon père, Harrison, est un millionnaire autodidacte dans l'industrie de la franchise commerciale. Il est parti de rien, et en chemin, il s'est convaincu que la valeur d'une personne était strictement définie par ses marges bénéficiaires et la marque de la montre qu'elle portait au poignet. Ma sœur aînée, Octavia, était l'enfant d'or. Elle est devenue gestionnaire de patrimoine juste après l'université, paradant dans des vêtements de créateur et méprisant quiconque gagnait moins de 6 chiffres. Mon frère aîné, Kendrick, était l'autre enfant d'or. Il dirigeait une chaîne de salles de sport haut de gamme, conduisait des voitures de sport qu'il louait mais prétendait posséder, et traitait nos dîners de famille comme sa propre routine de stand-up, où j'étais toujours la cible des blagues. Et puis il y avait ma mère, Geneviève. Elle n'était pas le cerveau des dynamiques familiales toxiques, mais elle en était la facilitatrice ultime. Elle avait perfectionné l'art du soupir silencieux. Chaque fois que mon père m'insultait, elle détournait le regard. Chaque fois que mon frère se moquait de ma voiture, elle trouvait soudain l'architecture du plafond fascinante. La paix dans notre maison signifiait laisser mon père me piétiner sans remords. Ce petit déjeuner du dimanche était censé être un rassemblement familial normal. Je venais de vider toutes mes économies, soit 100 000 $ exactement, et j'avais contracté un prêt énorme et terrifiant pour acheter un vignoble abandonné de 60 acres, situé dans une vallée oubliée, à 2 heures des limites de la ville. J'étais terrifié, mais aussi profondément fier. J'ai cru, une brève et stupide seconde, que mon père pourrait respecter mon audace. Après tout, il avait pris d'énormes risques à mon âge. Je pensais qu'il verrait ma détermination. J'avais entièrement tort. Lorsque je leur ai parlé de l'achat, la salle à manger est devenue silencieuse. L'air est devenu lourd. Octavia a ricané, un son court et laid, provenant du fond de sa gorge, et a marmonné quelque chose sur le fait que je perdais la tête. Kendrick a demandé, avec un large sourire narquois, si j'allais me mettre à porter des salopettes et à mâcher de la paille, comme un pecno. Et mon père? Il a continué à couper son steak. Il a méthodiquement mâché sa nourriture, a avalé, a bu une gorgée de son café noir, puis a prononcé le discours qui a mis fin à notre relation pour toujours. Il m'a dit que j'étais un échec total. Il a affirmé que mon manque d'ambition était une tache sur le nom de la famille et que l'achat d'un lopin d'herbe morte était la décision financière la plus idiote qu'il ait jamais vue de toute sa vie. Il a qualifié la propriété de décharge, puis il m'a regardé droit dans les yeux et a dit qu'il contacterait ses avocats le lundi matin pour me retirer de la planification successorale. Il a dit qu'il ne voulait pas que mon inaptitude dilapide son héritage après sa mort. Je suis resté assis, les mains agrippées au bord de la lourde table à manger en acajou. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté ma tasse de café contre le mur. Même si mon sang bouillait si fort, je pouvais à peine entendre mes propres pensées, à cause des sifflements dans mes oreilles. J'ai juste regardé les trois, assis dans leurs vêtements sur mesure,
dans une maison payée par des affaires impitoyables, me jugeant pour avoir essayé de construire quelque chose de moi-même. Je me suis levé lentement, j'ai poussé ma chaise et je suis sorti par la porte d'entrée sans dire un seul mot. Ma sœur a crié quelque chose de moqueur alors que la porte se refermait, mais j'ai fait abstraction. Je suis monté dans ma vieille berline et je suis parti. Je ne le savais pas à l'époque, mais la vraie guerre venait de commencer. Comment survit-on quand les gens censés vous aimer le plus, ne désirent rien d'autre que de vous voir échouer? On ne se réveille pas un matin en décidant d'abandonner sa famille, juste à cause d'un mauvais petit déjeuner. Ce n'est pas ainsi qu'une famille toxique vous brise. C'est un processus lent et agonisant. Ce sont un millier de petites coupures, sur 3 décennies, jusqu'à ce que vous réalisiez enfin que vous vous videz de votre sang. Avec le recul, je peux traverser le musée de mon passé et pointer du doigt les expositions exactes qui prouvent que j'ai toujours été le fils invisible, le bouc émissaire de la famille. On ne m'a jamais permis de réussir, et mes échecs étaient toujours diffusés au monde entier. Commençons par la pièce A, ma remise de diplôme universitaire. J'ai travaillé de toutes mes forces pour obtenir mon diplôme d'économie avec mention. J'ai passé des nuits blanches. J'ai sacrifié ma vie sociale. J'étais le premier de notre famille à obtenir une moyenne parfaite dans ce programme spécifique et très compétitif. Mes parents avaient promis un grand dîner de célébration, dans un steakhouse haut de gamme du centre-ville, pour marquer l'occasion. Mais le matin de la cérémonie, Kendrick s'est réveillé avec une légère infection des sinus, un simple rhume. Soudain, toute la journée a été annulée. Ma mère est restée à la maison pour lui faire de la soupe et lui frotter le dos. Mon père a dit qu'il se rattraperait plus tard, car Kendrick avait besoin d'une maison calme. J'ai traversé cette scène seul, j'ai pris mon diplôme au son des applaudissements polis d'étrangers, et j'ai mangé un sandwich au dinde rassis, dans ma chambre de dortoir vide. Ils n'ont jamais reporté le dîner. La pièce B était l'accident de voiture. Quand j'avais 20 ans, Octavia a emprunté la berline de luxe de mon père pour aller à une fête au country club de son ami. Elle avait un peu trop bu, elle a reculé dans un pilier en béton, et elle a paniqué. Au lieu de prendre ses responsabilités, elle est rentrée à la maison, a réveillé mes parents et leur a dit que je l'avais distraite alors qu'elle sortait de l'allée, même si je n'étais même pas dans le véhicule. J'étais endormi dans mon lit. Mon père a fait irruption dans ma chambre, m'a privé de sortie pendant un mois et m'a fait payer la franchise de $500, avec mes gains de mon emploi d'été. Quand j'ai essayé de lui dire la vérité, quand je l'ai supplié de regarder les faits, il m'a dit d'arrêter d'être un menteur jaloux et d'accepter ma punition comme un homme. Octavia est restée dans le couloir et a souri. La pièce C était ma vie professionnelle. Un an avant d'acheter le vignoble, j'ai repéré une énorme responsabilité cachée, dans une transaction immobilière commerciale que mon cabinet évaluait. Elle était enfouie profondément dans les documents de zonage. Je l'ai signalée, j'ai ainsi évité des millions de dollars de poursuites potentielles à l'entreprise, et j'ai obtenu un énorme bonus de performance. J'étais si fier. J'ai imprimé la documentation et je l'ai apportée à un dîner de famille pour la montrer à mon père, espérant, juste une fois, voir une étincelle de respect dans ses yeux. Je voulais qu'il me dise qu'il était fier de moi. Il a jeté un coup d'œil au papier, enregistrant à peine les chiffres, l'a repoussé sur la table et a dit « Ce n'est qu'une monnaie d'échange dans le monde réel, Alden. Fais-moi savoir quand tu posséderas réellement le bâtiment, au lieu de juste lire les papiers pour ceux qui le font. » Ce fut le moment exact où un déclic s'est produit dans mon cerveau. Le désespoir d'obtenir son approbation s'est tout simplement évaporé. J'ai réalisé que, quoi que je fasse, peu importe à quel point je travaillais dur ou jouais intelligemment, je ne correspondrais jamais à leur moule. Je ne voulais pas écraser mes concurrents. Je ne voulais pas louer des voitures que je ne pouvais pas me permettre, juste pour impressionner des gens que je détestais. J'étais épuisé d'essayer de gagner l'amour d'un père qui ne voyait ses enfants que comme des extensions de son propre ego démesuré. Alors, j'ai commencé à chercher une issue. En tant qu'évaluateur de risque, je passais mes journées à évaluer la valeur des terrains, les lois de zonage et les plans d'expansion municipaux. J'étais incroyablement doué pour lire les petits caractères. Et c'est là que j'ai trouvé le vignoble. C'était une propriété délabrée et morte, située au bord d'une vallée oubliée. Les vignes étaient desséchées, transformées en bâtons noirs tordus. Le sol ressemblait à du béton fissuré, et la cabane principale était essentiellement une cahute en bois, qui semblait prête à s'effondrer au moindre coup de vent. Il était sur le marché depuis 5 ans. Personne n'en voulait. L'annonce immobilière suppliait pratiquement quelqu'un, n'importe qui,
de le reprendre des mains de la banque. Mais j'ai vu autre chose. J'ai passé des semaines à dénicher de vieux levés topographiques et des documents historiques sur les droits d'eau. J'ai visité le bureau des registres du comté si souvent que les employés connaissaient ma commande de café par cœur. Je ne cherchais pas de terre fertile pour cultiver du raisin. Je regardais la géologie enfouie profondément sous la terre. J'ai tout pris ce que j'avais, mon compte d'épargne, un petit héritage de mon grand-père, dont mes parents n'ont jamais eu connaissance, et un prêt commercial à taux d'intérêt élevé, qui me nouait l'estomac chaque fois que je regardais les papiers. J'ai misé toute mon existence sur cette vallée aride. Quand mon père m'a rayé de son testament, il pensait me punir. Il pensait qu'il me retirait mon filet de sécurité, pour que je panique, que je revienne en rampant et que je supplie pour un poste subalterne dans son entreprise, juste pour survivre. Il voulait me briser. Il voulait que j'apprenne ma place. Mais alors que je m'éloignais de cette immense demeure de banlieue, me dirigeant vers une propriété sans chauffage central et avec un toit effondré sur le côté gauche, je ne me sentais pas brisé. Je ressentais un terrifiant sentiment de liberté, électrique. J'étais complètement seul. Si j'échouais, je serais sans abri. Mais si je réussissais, ce serait à moi. Entièrement, indéniablement à moi. Que se passe-t-il quand le Fils invisible décide enfin de construire un empire dans l'ombre? La réalité de l'indépendance est beaucoup moins glamour que l'idée que l'on s'en fait. Elle vous frappe le plus fort lorsque le soleil se couche et que le froid s'insinue dans vos os. La première nuit que j'ai passée sur ma nouvelle propriété, j'ai failli craquer et pleurer. La cabane principale était un désastre absolu. Elle sentait la pourriture humide, la vieille poussière et l'abandon. Il n'y avait pas de chauffage fonctionnel. La plomberie gémissait et crachait de l'eau brune chaque fois que j'ouvrais le robinet, et le toit avait une fuite massive juste au-dessus du sol du salon. Il ne me restait pas assez d'argent pour acheter des meubles, et encore moins un vrai lit. J'ai jeté un sac de couchage bon marché et fin sur le plancher en bois humide, j'ai mis mon manteau d'hiver sur mes jambes et j'ai fixé le plafond. Le vent hurlait à travers les fissures des cadres de fenêtres, me glaçant jusqu'aux os. Je suis resté là, frissonnant, écoutant le craquement du bois, et me demandant si je n'avais pas commis la plus grande erreur de ma vie. Je me suis réveillé le lendemain matin, gelé, le dos hurlant de douleur, et j'ai réalisé que j'avais exactement 12,50 $ sur mon compte courant, jusqu'à ce que mon dernier chèque de salaire de l'entreprise soit encaissé. Les 6 premiers mois furent un enfer absolu sur Terre. Pour faire face aux paiements écrasants du prêt, j'ai dû prendre un travail de nuit brutal, dans un entrepôt logistique, à 1 heure de là. Je passais mes journées sur la propriété à défricher les broussailles mortes, à réparer les clôtures qui s'effondraient et à faire du travail manuel jusqu'à ce que mes mains saignent et cloquent. Ensuite, je me lavais avec de l'eau glacée du tuyau, je conduisais mon camion cabossé et rouillé jusqu'à l'entrepôt, et je transportais de lourdes boîtes de pièces industrielles jusqu'au lever du soleil. Je vivais avec un régime de haricots en conserve, de nouilles ramen bon marché et de café noir. J'ai perdu 15 livres en 2 mois. J'étais épuisé au point d'halluciner. Et ma famille s'est assurée de me rappeler exactement à quel point j'étais tombé. Ma sœur Octavia aimait utiliser ses réseaux sociaux comme une arme. Elle savait que je pouvais le voir. Alors que je rapiéçais mon toit pourri avec de simples bâches en plastique, elle publiait des photos de son voyage de ski de luxe dans les Alpes suisses. Elle publiait des photos de champagne coûteux, de caviar et d'équipements de neige de marque. Et puis, juste pour être intentionnellement cruelle, elle me taguait dans les commentaires avec de petites remarques comme « J'aimerais qu'Alden soit là, mais quelqu'un doit jouer dans la boue ». Sa meilleure amie et assistante, Kyopi, une femme qui vivait entièrement des miettes et des drames d'Octavia, répondait avec des émojis rieurs et des piques brutales sur mon style de vie de clochard. Je n'ai jamais répondu. J'ai juste supprimé l'application de mon téléphone. Je les ai laissés s'amuser. Mais l'univers a une drôle de façon de vous tester, juste au moment où vous pensez avoir touché le fond. C'était fin novembre. La température était tombée bien en dessous de 0. J'étais épuisé, fonctionnant sur 3 heures de sommeil, et je me préparais à partir pour mon quart de travail à l'entrepôt. J'ai tourné la clé dans mon camion, et le moteur a hurlé. Un bruit fort, violent et strident a résonné sous le capot, suivi d'un nuage de fumée noire et épaisse. La transmission était complètement morte. Elle avait rendu l'âme. Je me suis assis sur le siège du conducteur, agrippant le volant gelé, et j'ai senti la panique monter dans ma gorge. Je ne pouvais pas me permettre une dépanneuse, et encore moins une nouvelle transmission.
Je ne pouvais pas manquer mon quart, sinon je serais licencié immédiatement. Et si j'étais licencié, je manquerais mon paiement de prêt. Si je manquais le paiement, la banque prendrait la terre. J'ai attrapé mon lourd manteau de travail rafistolé avec du ruban adhésif, j'ai glissé mes mains nues dans mes poches et j'ai commencé à marcher. J'ai marché 3 miles dans la neige glaciale, le vent fouettant mon visage, jusqu'à l'intersection routière la plus proche, juste pour prendre un bus de banlieue qui m'a emmené au parc industriel. Lorsque je suis arrivé à l'entrepôt, mes bottes étaient trempées de neige fondue, et je ne sentais plus mes orteils. J'ai travaillé un quart de 12 heures, déplaçant des palettes d'électronique, complètement engourdies, les dents qui claquaient pendant les 4 premières heures. Cette nuit-là, pendant ma pause de 15 minutes, mon téléphone a vibré. C'était un message texte de Kendrick, « Papa m'a acheté une nouvelle Porsche pour avoir atteint mes objectifs trimestriels. Fais-moi savoir si tu as besoin d'un travail pour la laver. Je paie le salaire minimum. » J'ai fixé l'écran lumineux. L'arrogance pure, le manque absolu d'empathie. Il ne voulait pas juste que j'échoue. Il voulait me regarder souffrir pendant qu'il le faisait. Je voulais écraser mon téléphone contre le mur de béton. Je voulais crier jusqu'à ce que mes poumons lâchent. Au lieu de cela, j'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai remis dans ma poche et je suis retourné travailler sur le plancher de l'entrepôt. J'ai laissé la colère brûler chaudement dans ma poitrine. Je l'ai utilisé. Je l'ai laissé me réchauffer pendant le trajet glacial en bus jusqu'à la maison. Parce que ce coquin de ne savait, ce qu'ils étaient trop occupés à se moquer de moi pour le réaliser, c'est que je ne jouais pas juste à l'agriculteur. Je n'essayais pas de faire pousser du raisin dans une terre morte. Mes mains étaient pleines de cloques, mes vêtements étaient déchirés et je mangeais des boîtes de conserve, mais j'étais assis sur une mine d'or absolue. J'avais juste besoin de survivre au froid assez longtemps pour le prouver. L'hiver allait-il me briser avant que je puisse jouer ma dernière carte? Au moment où le printemps est enfin arrivé, la boue gelée s'est transformée en une épaisse gadoue, et mon existence au sein de la famille s'est réduite à une histoire édifiante. J'étais le fantôme qu'ils ne mentionnaient que pour se sentir mieux dans leur propre vie. Mais le point de rupture ultime, le moment où j'ai vraiment coupé le cordon émotionnel qui me liait à mes parents, s'est produit au mariage d'Octavia. Octavia épousait un avocat d'entreprise, tout aussi arrogant et obsédé par le statut social qu'elle. Le mariage était une affaire obscènement somptueuse, dans un vaste country club exclusif, coûtant quelque part au-delà de 200 000 $. Mon père a tout payé, sans scier. J'ai longuement hésité à ne pas y aller. Je n'avais pas d'argent pour un cadeau, pas de transport autre qu'un vélo emprunté pour me rendre à la gare routière, et absolument aucune envie de les voir. Mais une petite partie stupide de moi, l'enfant intérieur qui voulait toujours désespérément croire en la famille, m'a convaincu de me présenter. J'ai rassemblé 20 $ pour le billet de bus, j'ai repassé mon seul costume décent de 5 ans, et j'ai voyagé 2 heures jusqu'au lieu. Quand je suis entré dans la grande salle de bal, le contraste entre ma vie et la leur était presque comique. La pièce était ornée de lustres en cristal, de tentures en soie importées et de milliers de roses blanches. Les hommes portaient des smokings sur mesure, et les femmes étaient parées de lourds bijoux en diamant. Je me tenais à l'arrière, près de la sortie, essayant de me fondre dans le décor. Consciemment conscient des bords effilochés de mes poignets de veste et des éraflures sur mes chaussures habillées bon marché. Personne ne m'a salué. Kendrick est passé juste à côté de moi pour prendre un verre au bar ouvert, établissant un bref contact visuel avant de détourner le regard, comme s'il venait de voir un étranger. Ma mère m'a adressé un sourire tendu et inconfortable, de l'autre côté de la pièce, tournant rapidement le dos pour parler à la femme d'un sénateur. Puis vinrent les discours. Mon père a pris le microphone, se tenant grand et fier dans son smoking de créateur. L'immense salle s'est calmée. Il a parlé éloquemment de la famille, de l'héritage et de l'immense fierté de voir ses enfants réussir dans un monde difficile. Quand je regarde Octavia et Kendrick, a dit mon père, sa voix résonnant à travers le coûteux système de sonorisation, je vois les meilleures parties de moi-même. Je vois 2 enfants merveilleux qui comprennent la valeur absolue du travail acharné, qui comprennent ce que signifie construire un héritage qui compte. Ils sont ma fierté et ma joie. Ils sont l'avenir de cette famille. Il a levé son verre en cristal. La salle a éclaté en applaudissements retentissants. Je me tenais dans le coin, tenant un verre d'eau du robinet, attendant. J'attendais une mention honorable. J'attendais une brève reconnaissance obligatoire de son plus jeune fils, même une blague, même un commentaire sarcastique, n'importe quoi pour prouver que je faisais toujours partie de sa lignée.
Rien. Il ne m'a pas seulement insulté. Il m'a complètement effacé. Devant 300 invités, des membres de la famille élargie et des partenaires commerciaux influents, Harrison avait formellement déclaré qu'il n'avait que 2 enfants. J'ai regardé Octavia. Elle était radieuse, absorbant l'attention, complètement imperturbable par mon absence dans le discours. J'ai regardé Kendrick, qui souriait d'un air narquois et levait son verre. Et j'ai regardé ma mère, qui applaudissait, participant activement à mon effacement, sans une once de culpabilité. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Mais ce n'était pas mon cœur. C'étaient les chaînes. Les lourdes et étouffantes chaînes de l'attente, le cycle sans fin de la recherche d'approbation de personnes qui me méprisaient, se sont simplement rompus. Je ne ressentais plus de colère. Je ne me sentais plus triste ni abandonné. Je ressentais un sens de la réalité froid, aigu et cristallin. J'ai posé mon verre d'eau sur une table de cocktail à proximité. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas marché jusqu'au microphone pour les maudire. J'ai simplement fait demi-tour, je suis sorti par les lourdes portes en chêne, et je suis retourné à l'arrêt de bus, dans l'obscurité. Alors que je rentrais à ma cabane glaciale et pourrissante, les lumières de la ville s'estompant dans l'obscurité de la vallée, j'ai fait un vœu silencieux. Je n'allais plus jamais mendier une place à leur table. J'allais construire ma propre table et je m'assurais qu'ils ne pourraient jamais, au grand jamais, se permettre le prix d'entrée. Le jeu ne concernait plus la survie. Il s'agissait d'une victoire absolue. La survie de tout mon plan et ma santé mentale dépendaient entièrement du secret enfoui sous mes 60 acres de terre inutiles. Quand j'ai acheté la terre, je ne me souciais pas des vignes mortes ou des treillis cassés. Pendant mes derniers mois en tant qu'évaluateur de risque au sein de l'entreprise, j'étais tombé sur un rapport de planification municipale hautement confidentiel. Il détaillait un méga-resort massif, d'1 milliard de dollars, et un projet résidentiel de luxe, prévu pour le comté voisin. Les promoteurs étaient un conglomérat massif et sans visage. Ils avaient secrètement acheté des milliers d'acres de terre vierge dans la vallée. Ce serait une mine d'or absolue, avec des terrains de golf, des lacs artificiels et des hôtels 5 étoiles. Mais il y avait une faille fatale dans leur grand dessein. Une faille que j'avais remarquée parce que j'avais réellement lu les petits caractères. Toute la région était sujette à de graves sécheresses pluriannuelles, et l'approvisionnement local en eau ne pouvait légalement pas soutenir un méga-resort d'une telle envergure. Le comté se préparait à refuser définitivement leurs permis environnementaux, à moins que les promoteurs ne trouvent leur propre source d'eau indépendante. C'est exactement là qu'intervenaient mes cartes topographiques. J'ai découvert que ma parcelle spécifique de 60 acres de terres agricoles pourrissantes, abandonnées, se trouvait directement au-dessus du plus grand aquifère souterrain inexploité de toute la région. Mais, plus important encore, en raison d'une bizarrerie de zonage centenaire, concernant les limites agricoles, ma parcelle était le seul point d'accès légalement autorisé pour l'extraction commerciale d'eau, dans un rayon de 20 miles. Les promoteurs pouvaient construire leurs hôtels brillants et leurs terrains de golf autant qu'ils le voulaient, mais sans ma terre, ils ne pouvaient pas tirer la chasse d'eau une seule fois ni arroser un seul brin d'herbe. Mais savoir que l'on a un billet de loterie gagnant et l'encaisser sont deux choses très différentes. Je devais garder la terre assez longtemps pour que les promoteurs désespèrent. Et pour y parvenir sans mourir de faim, j'avais besoin d'aide. Je n'ai pas trouvé d'alliés dans ma lignée. Je les ai trouvés dans la terre. Mon plus proche voisin était un vieux fermier grincheux nommé Orson. Il avait 72 ans, des mains comme du cuir craquelé, et ne prononçait peut-être que 10 mots par jour. Pendant les 2 premiers mois, il m'a juste regardé, de l'autre côté de sa clôture grillagée, tandis que j'essayais maladroitement de réparer ma propriété en ruine. Il a dû penser que j'étais un gamin de la ville absolument idiot, jouant à faire semblant. Mais un après-midi pluvieux, mon tracteur emprunté s'est enlisé profondément dans une tranchée de boue. J'étais couvert de crasse, épuisé, et je maudissais bruyamment le moteur fumant. Orson a conduit sa lourde machinerie, a attaché une épaisse chaîne d'acier à mon pare-choc et m'a sorti sans dire un seul mot. Il a sauté, m'a lancé une lourde clé à molette et a dit, d'une voix rauque et éraillée, « Tu ne connais rien à l'agriculture, n'est-ce pas, gamin ?» « Rien du tout, ai-je admis, essuyant la boue épaisse de mon visage avec ma manche. Il a grogné, regardant mes mains pleines de cloques. « Mais tu n'abandonnes pas. Je te l'accorde. Tu es trop têtu pour mourir. » À partir de ce jour, Orson est devenu mon mentor. Il ne m'a pas appris à négocier des actions ou à manipuler les gens. Il m'a appris à lire l'humidité du sol,
à renforcer un toit pourri contre une forte tempête de neige, et à survivre aux hivers rudes et impitoyables de la vallée. Il est devenu la figure paternelle que je n'avais jamais vraiment eue. Puis il y eut Rowena. Elle tenait la station-service locale et le magasin de fournitures agricoles au carrefour. Vers le 8e mois, mes heures à l'entrepôt ont été sévèrement réduites, à cause de problèmes budgétaires, et j'étais complètement fauché. J'avais besoin d'engrais, de semences et d'outils de base pour maintenir la façade d'une ferme en activité, afin que le comté ne révoque pas mon zonage agricole. Je me tenais à son comptoir, fixant mes bottes usées, me sentant profondément humilié, et j'ai demandé si je pouvais acheter les fournitures à crédit. Je m'attendais à ce qu'elle me chasse du magasin en riant. Rowena m'a regardé, a regardé les cernes sombres et lourdes sous mes yeux, et a glissé un carnet relié en cuir sur le comptoir. « Écris ce dont tu as besoin », a-t-elle dit, d'une voix chaleureuse mais ferme. « Tu me paieras quand la récolte arrivera. Et si la récolte échoue, tu viendras balayer mes sols et ranger mes étagères jusqu'à ce que nous soyons quittes. » Nous nous sommes serrés la main. Une transaction simple et honnête, entièrement basée sur la confiance et le caractère. C'était quelque chose dont ma riche famille ne savait absolument rien. Mais la paix tranquille de la vallée n'a pas duré longtemps. Les requins tournaient enfin. Un après-midi brumeux, un élégant SUV de luxe noir a remonté mon allée boueuse. Un homme en costume élégant et coûteux est sorti, regardant ses chaussures polies avec un dégoût pur, alors qu'elles touchaient la terre. Son nom était Desmond, un courtier immobilier glissant et agressif, travaillant directement pour les promoteurs du méga resort. Il s'est approché de moi avec un faux sourire prédateur, ajustant sa cravate en soie. « Alden, n'est-ce pas? Écoutez, nous savons que vous avez des difficultés ici. Mes clients veulent vous faire une énorme faveur et vous débarrasser de cette propriété morte. Nous sommes prêts à vous offrir une somme très généreuse, 150 000 $ en espèces. Vous pouvez rembourser votre prêt et repartir à zéro. » Il me croyait désespéré. Il me croyait stupide. Je me suis lourdement appuyé sur ma pelle, les regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « La terre n'est pas à vendre, Desmond. Quittez ma propriété avant que raclement de gorge j'appelle le shérif pour intrusion. » Il a ricané, son masque amical glissant instantanément pour révéler une pure malveillance corporative. « Tu fais une énorme erreur, gamin. Tu vas perdre cet endroit à la banque dans 6 mois de toute façon. Nous l'achèterons simplement à l'enchère de saisie pour des clopinettes. » J'ai regardé son SUV s'éloigner à toute vitesse, soulevant un énorme nuage de poussière. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais j'ai souri. Ils avaient mordu à l'hameçon. Le jeu était officiellement lancé. Jusqu'où iraient-ils pour obtenir ce dont ils avaient besoin? Pendant les 18 mois suivants, j'ai joué la plus grande partie de poker de toute ma vie, et je l'ai joué entièrement dans l'obscurité. La visite de Desmond a confirmé tout ce que mes recherches avaient suggéré. Les promoteurs s'approchaient dangereusement de leur délai de construction, et le comté retardait agressivement leur permis à cause du problème de durabilité de l'eau. Ils avaient besoin de ma terre, et ils en avaient un besoin pressant. Mais si je montrais mon jeu trop tôt, s'ils réalisaient que je connaissais les normes aquifères et la faille de zonage, ils déploieraient leur armée d'avocats d'entreprise impitoyables. Ils essaieraient de saisir la terre par le biais de l'expropriation, ou de me traîner dans une bataille juridique brutale qui me ruinerait en frais juridiques avant même que je ne voie un tribunal. Alors, j'ai fait l'idiot. J'ai parfaitement joué le rôle du fermier têtu, raté et stupide. J'ai continué à travailler mes quarts de nuit épuisants à l'entrepôt, thésaurisant chaque sou que je pouvais, juste pour payer les impôts fonciers du comté et les intérêts écrasants du prêt. Pendant la journée, je conduisais délibérément mon tracteur bruyant et fumant autour du périmètre de la propriété, là où les enquêteurs privés de Desmond pouvaient me voir depuis l'autoroute principale. Je voulais qu'ils prennent des photos. Je voulais qu'ils rapportent à leur riche patron que j'étais juste un local ignorant et sans éducation, trop fier pour vendre un vignoble moribond. Mais à l'intérieur de ma cabane glaciale, tard dans la nuit, les fenêtres occultées par de lourdes couvertures, j'étudiais. J'ai passé des heures à lire la loi sur les droits d'eau de l'État, les codes de zonage municipaux et les précédents historiques en matière d'extraction d'aquifères. J'ai engagé un avocat spécialisé en environnement, au pourcentage, ce qui a pris des semaines de supplications et de présentation de mes rapports géologiques, pour sécuriser discrètement mes droits exclusifs d'eau commerciale auprès du Conseil d'État. Avant même que les promoteurs ne sachent ce qui les frappait. Le coût psychologique de cette double vie était immense. J'étais complètement isolé de tous, sauf Dorson et Rowena. Je regardais constamment par-dessus mon épaule,
terrifié qu'un avis de la banque ou une injonction légale ne ruine tout. Ma famille, pendant ce temps, maintenait sa campagne de moquerie incessante et agonisante. Chaque fois qu'une fête approchait, je recevais des messages textes passifs-agressifs qui remuaient le couteau dans la plaie. À l'action de grâce, Kendrick m'a envoyé une photo haute résolution d'une dinde massive, parfaitement rôtie, posée sur leur somptueuse table à manger, avec la légende « J'espère que tu apprécies tes haricots en conserve froid dans la terre, gars de la ferme ». Ma mère appelait tous les quelques mois, non pas pour savoir comment j'allais, ni pour demander si j'étais en bonne santé, mais pour me faire culpabiliser. Ton père est tellement stressé, Alden. Elle soupirait dramatiquement dans le combiné. Pourquoi dois-tu être si difficile et embarrassant? Vends juste cet horrible endroit et viens t'excuser auprès de lui. Demande pardon. Peut-être te laissera-t-il gérer la réception de l'une des salles de sport. Je serrais juste le téléphone fort, mes jointures blanchissant, je prenais une profonde inspiration et disais « Je vais bien, maman. Je dois aller nourrir les poulets. » Je n'avais même pas de poulet. Mais cela mettait fin à la conversation. Les promoteurs devenaient aussi agressivement désespérés. Desmond est apparu 3 fois de plus au cours de l'année, augmentant son offre à chaque fois. 200 000 $, puis 400 000, puis $1 million net. Lorsqu'il a offert le million, il a perdu son sang-froid et a claqué sa main manucurée sur le capot rouillé de mon camion. Ne sois pas un idiot têtu, Alden. Tu vis dans une cabane pourrie. Tu ressembles à un mendiant. Prends le $1 million et achète-toi une vraie vie avant que mes patrons ne t'écrasent. C'était tentant. Dieu, c'était si tentant. $1 million changerait ma vie instantanément. Cela paierait ma dette. Cela donnerait tort à mon père. Cela me sortirait du froid glacial et du travail éreintant. Mais ensuite, je me suis souvenu de l'arrogance absolue dans la voix de mon père au mariage. Je me suis souvenu d'avoir été effacé devant 300 personnes. $1 million, c'était beaucoup d'argent, mais ce n'était pas assez pour acheter un vrai pouvoir. Je ne voulais pas juste être à l'aise. Je voulais tenir les cartes. Je voulais briser le système qui m'avait brisé. J'ai regardé Desmond, j'ai ramassé un chiffon sale, j'ai essuyé l'épaisse graisse de mes mains et j'ai dit calmement, « J'aime le calme ici, Desmond. Dites à votre patron d'arrêter de vous envoyer sur ma propriété. Le prix augmente chaque fois que vous mettez les pieds sur mon herbe. » Je l'ai regardé s'éloigner, composant furieusement son téléphone portable, le visage rouge de colère. Je savais que le point culminant absolu approchait. La commission de planification du comté venait de fixer une date limite finale et non négociable pour que le méga resort prouve sa durabilité en eau, où le projet d'$1 milliard serait définitivement annulé. Les promoteurs étaient acculés. Ils avaient dépensé des centaines de millions pour acquérir les terres environnantes, et tout cela était entièrement inutile sans mes 60 acres de boue. Je les tenais à la gorge, et ils l'ont finalement réalisé. Si cette histoire vous parle, s'il vous plaît, prenez un instant pour soutenir la chaîne. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville, de quel état ou de quel pays vous regardez. Chaque interaction aide plus de gens à découvrir des histoires comme celle-ci. Merci. La négociation finale n'a pas eu lieu dans la terre. Elle a eu lieu dans un bureau d'entreprise en hauteur, au centre-ville, un endroit avec des baies vitrées du sol au plafond, des sols en marbre poli et l'odeur de café artisanal fraîchement moulu. C'était exactement le genre de pièce que mon père avait passé toute sa vie à essayer de conquérir. Je suis entré, portant mon seul costume bon marché de 5 ans, le même que j'avais porté au mariage d'$1 million de ma sœur. Mes bottes étaient propres, mais elles étaient encore fortement éraflées au niveau des orteils. Assis en face de l'énorme table de conférence en verre, il y avait Desmond, transpirant abondamment, flanqué de 3 cadres supérieurs du conglomérat du méga resort. Ils portaient des costumes italiens sur mesure et me regardaient comme si j'étais un cafard qui avait réussi à ramper sur leur table de salle de conférence immaculée. À côté de moi était assise mon avocate environnementale, une femme brillante et astucieuse nommée Sarah, qui avait accepté de prendre mon cas au pourcentage, car elle adorait détruire les promoteurs d'entreprises arrogants. Le cadre principal, un homme aux cheveux gris et aux yeux froids, a glissé un dossier sur la table. Il n'a même pas pris la peine de se présenter. « Nous sommes fatigués de jouer à des jeux avec vous, Alden, dit-il, sa voix dégoulinant d'une condescendance absolue. Vous avez une parcelle de terre morte. Nous vous offrons $3 millions. C'est notre offre finale.
C'est plus d'argent que vous ou toute votre famille ne verrez jamais de votre vie. Prenez le stylo, signez le papier et allez vous acheter une nouvelle vie. Je n'ai pas touché le dossier. Je n'ai pas regardé le stylo. Je me suis simplement adossé à la chaise en cuir moelleuse, j'ai croisé les mains sur mes genoux, et j'ai laissé le silence s'étirer dans la pièce. J'ai laissé l'inconfort s'installer. Je les ai laissés entendre le tic-tac de l'horloge coûteuse au mur. Sarah a souri, a ouvert sa mallette et a sorti une épaisse pile de relevés géologiques certifiés par l'État et de documents sur les droits d'eau. Elle les a glissés proprement sur la table en verre, juste au-dessus de leur contrat insultant. « Mon client ne vous vend pas un vignoble mort », dit Sarah d'une voix douce. « Mon client vous vend l'accès commercial exclusif, approuvé par l'État, à l'aquifère souterrain dont votre méga resort d'1 milliard de dollars a besoin pour fonctionner. Nous savons que la commission de planification du comté a refusé vos permis environnementaux mardi dernier. Nous savons que vous ne pouvez pas construire les terrains de golf, les lacs artificiels ou les hôtels sans notre eau, et nous savons que vos investisseurs menacent de retirer leurs fonds dans exactement 14 jours. » La couleur a complètement quitté le visage de Desmond. Il avait l'air de vouloir vomir, là, sur le sol de marbre. Le cadre principal a fixé les sceaux d'état sur les documents de droit d'eau, sa mâchoire se serrant si fort que j'entendais ses dents grincer. L'arrogance pure a fondu de la pièce en moins de 10 secondes, remplacée par une panique corporative brute et étouffante. Ils ont réalisé, à ce moment précis, que le fermier ignorant et pauvre qu'ils avaient moqué pendant 1 an et demi, tenait un pistolet chargé sur la tempe de leur empire d'1 milliard de dollars. « Combien » a chuchoté le cadre. La condescendance avait complètement disparu. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table en verre. J'ai regardé directement dans ses yeux, pensant aux nuits glaciales dans ma cabane pourrie, au quart de travail de 12 heures à l'entrepôt, au message moqueur de mon frère, et à l'humiliation totale de mon père m'effaçant de l'existence. 65 millions de dollars, ai-je dit, ma voix complètement plate, complètement dénuée de toute émotion. Desmond s'est étouffé avec sa propre respiration. « Êtes-vous fou » a-t-il crié, claquant sa main sur la table. « C'est de l'extorsion. »« Non, Desmond » ai-je répondu calmement. « C'est le prix de l'eau dans une vallée qui n'en a pas. Prenez-le, ou je rentrerai chez moi, je planterai d'autres vignes mortes et je regarderai votre projet d'1 milliard de dollars faire faillite aux nouvelles du soir. Le choix vous appartient entièrement. » Ils ont demandé la pièce. Sarah et moi avons attendu dans le couloir pendant 45 minutes. Lorsque nous avons finalement été rappelés, de nouveaux documents étaient furieusement rédigés par leur équipe juridique. Personne n'a établi de contact visuel avec moi. Personne n'a offert de poignée de main. Ils ont juste poussé les derniers documents sur la table. J'ai pris le stylo lourd et coûteux. Ma main n'a pas tremblé. J'ai signé mon nom sur la ligne pointillée, transférant officiellement les 60 acres et les droits d'eau pour exactement 65 millions de dollars. Quand je suis sorti de ce gratte-ciel et que je suis monté dans mon camion rouillé et cabossé, je n'ai pas crié de triomphe. Je n'ai pas levé les poings en l'air ni appelé toutes les personnes que je connaissais. J'ai juste agrippé le volant, j'ai posé mon front contre le cuir froid, et j'ai laissé échapper un long soupir tremblant. J'ai senti un vide étrange et lourd s'installer dans ma poitrine, suivi d'un sentiment de paix profond et accablant. Une seule larme a coulé sur ma joue, non pas de joie, mais d'une pure et absolue épuisement. J'étais enfin vraiment libre. J'ai gardé le secret enfoui. Je ne me suis pas précipité chez le concessionnaire de voitures de luxe le plus proche. Je n'ai pas publié de photos de l'énorme dépôt bancaire sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas appelé un seul membre de ma famille pour leur frotter le nez avec. Je suis simplement retourné à ma cabane glaciale et pourrissante, je me suis assis sur le porche avec une tasse de café noir bon marché, et j'ai regardé le soleil se coucher sur la vallée. L'argent reposait en toute sécurité sur plusieurs comptes diversifiés, gérés par une nouvelle équipe financière que Sarah m'avait aidé à constituer, mais ma vie est restée exactement la même pendant 3 jours entiers. Je voulais assimiler la réalité avant que le monde ne le sache. Je savais qu'à la seconde où la nouvelle éclaterait, la paix que j'avais trouvée dans la terre serait brisée pour toujours. Mais un secret aussi immense ne peut pas rester enfoui dans l'obscurité, surtout à l'ère des registres numériques publics. La fuite ne venait pas de moi, et elle ne venait pas des promoteurs. Elle venait d'une source complètement innocente et involontaire. Gideon était un planificateur principal des ressources en eau pour le comté. C'était un homme bien, le genre de fonctionnaire qui se souciait réellement de sa communauté.
C'était lui qui traitait les approbations de permis frénétiques de dernière minute pour le méga resort, après qu'ils eurent acquis ma terre. Gideon était également très actif sur un forum immobilier régional populaire en ligne. 3 jours après que l'encre eut séché sur le contrat, Gideon a publié un fil de discussion sur le forum, abordant l'approbation soudaine du projet de resort. Dans son enthousiasme pour l'impulsion économique du comté, il a écrit « Je dois saluer massivement le fermier local qui a réussi la négociation de la décennie. Alden a tenu bon contre les plus grands requins de l'entreprise dans l'État et est reparti avec 65 millions de dollars pour 60 acres de vignes mortes. Une légende absolue. » Ce seul paragraphe fut l'étincelle qui a fait exploser la poudrière. Dans le monde de la gestion de patrimoine, l'information est la monnaie ultime. Ma sœur Octavia passait ses journées à surveiller les grandes transactions financières, les changements immobiliers et les tendances du marché pour ses clients milliardaires. Son cabinet utilisait un logiciel automatisé pour collecter des informations sur les forums régionaux et les registres publics du comté, à la recherche de mouvements de capitaux massifs et soudains. Plus tard cet après-midi-là, un analyste junior du cabinet d'Octavia a signalé la transaction de 65 millions de dollars, car elle avait eu lieu dans le comté voisin. L'analyste a apporté le rapport préliminaire au bureau en verre d'Octavia, complètement inconscient des noms impliqués. Je ne peux qu'imaginer le choc absolu, à glacer le sang, que ma sœur a dû ressentir en regardant le rapport imprimé. Le nom du vendeur était là, en gras, en encre noire. Mon nom, celui du même frère qu'elle avait publiquement moqué pendant des années. Le même frère qu'elle avait dit à tous ses amis riches être un perdant sans abri jouant dans la boue. Selon une connaissance mutuelle qui travaillait au cabinet, Octavia a littéralement laissé tomber sa tasse de café coûteuse sur son tapis blanc immaculé. Elle a fixé l'écran d'ordinateur, rafraîchissant rapidement le portail des registres publics du comté, ses mains tremblant violemment. Elle a affiché le transfert de propriété officiel. Les chiffres étaient réels. Le nom était réel. Le frère sur lequel elle avait marché toute sa vie pour se sentir plus grande valait maintenant plus d'argent liquide que presque tous les clients de son portefeuille. Le coup du lapin psychologique a dû être dévastateur. Pendant toute sa vie, son identité s'était construite sur le fait d'être celle qui réussissait. Elle était l'avocate riche et puissante, la gestionnaire financière. J'étais le bouc émissaire pathétique et invisible. Mais en l'espace de 30 secondes, en lisant un registre du comté sur un écran lumineux, toute la hiérarchie de notre famille a été violemment déchirée. J'avais contourné l'échelle de l'entreprise qu'elle adorait. J'avais contourné l'empire de franchise de mon père. Je jouais à un jeu qu'il ne connaissait même pas, et j'avais gagné le prix maximal absolu. Elle a fait ce que n'importe quelle personne désespérée et paniquée ferait. Elle a pris son téléphone portable et a commencé à appeler. Le tremblement de terre a frappé mon téléphone à 4 heures précises de l'après-midi. J'étais en train de réparer une charnière cassée sur mon Porsche, couvert de sueur et de graisse, lorsque mon écran s'est allumé. C'était Octavia. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal. 10 secondes plus tard, elle a rappelé, puis encore. Puis un message texte est apparu, en majuscule, Alden, décroche immédiatement. Nous devons parler des registres du comté. Est-ce vrai? J'ai essuyé mes mains sur un vieux chiffon, je me suis appuyé contre la rampe en bois, et j'ai juste regardé les notifications exploser sur mon écran. Le silence que j'avais enduré pendant 3 ans a soudainement été remplacé par une désespérance frénétique absolue. Au cours des 2 heures suivantes, j'ai reçu exactement 47 appels manqués. Mon frère Kendrick a commencé à m'envoyer des SMS. Le même gars qui avait proposé de me payer le salaire minimum pour laver sa voiture de sport louée est devenu soudainement incroyablement sentimental. Ces SMS sont arrivés l'un après l'autre. « Frère, tu es sérieux là ?» 65. Pourquoi tu ne nous as pas dit? Nous sommes frères, mec. Tu aurais dû venir me voir. J'aurais pu t'aider à investir. Rappelle-moi. Allons prendre une bière. J'ai ri à voix haute à celle-là. L'audace effrontée et pure était stupéfiante. Puis sont venus les messages vocaux. Octavia a laissé un message de 3 minutes. Sa voix tremblait, elle était aiguë et complètement instable. Elle a essayé de maintenir son ton habituel de supériorité, mais le désespoir transparaissait à travers chaque mot. Alden, c'est Octavia. Je regarde les registres publics. Tu dois m'appeler tout de suite. Tu ne comprends pas comment gérer ce niveau de capital. Tu vas tout perdre en impôts si tu ne laisses pas mon cabinet s'en occuper. Papa est en pleine crise.
Décroche ce maudit téléphone. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas rappelé Kendrick. Finalement, un SMS est arrivé de ma mère. Il était simple, discret et chargé du poids de son immense culpabilité. Alden, s'il te plaît, dis-moi si les rumeurs sont vraies. Es-tu en sécurité? Vas-tu bien? J'ai fixé son message longtemps. Elle était restée là, à regarder mon père m'effacer. Elle avait applaudi au mariage quand j'avais été déclaré fantôme. Mais elle était toujours la femme qui m'avait élevé, et de tous, sa panique était la seule qui semblait enracinée dans une forme tordue de véritable choc, plutôt que dans un pur calcul à vide. J'ai tapé une seule réponse de 5 mots, oui, c'est moi, maman. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai mis le téléphone dans ma poche. Le silence est revenu sur le porche, mais l'air était différent. Lourd, électrique. Je savais que la tempête n'était pas finie. Les fantassins avaient fait leur tentative et avaient échoué. Il était maintenant temps pour le mouton alpha, l'architecte de ma misère, d'entrer dans l'arène. 10 minutes plus tard, l'écran s'est allumé avec le nom que j'attendais. Mon père Harrison, l'homme qui m'avait appelé le stupide, l'homme qui m'avait rayé de son testament, l'homme qui était sur le point d'affronter le jugement ultime. Merci beaucoup à tous ceux qui ont patiemment suivi mon parcours jusqu'à ce point. Si vous êtes toujours avec moi, veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec le mot « complet ». C'est un petit insigne d'honneur, montrant que vous êtes resté fidèle à l'histoire, et je lirai personnellement et répondrai à chaque commentaire contenant ce mot. Maintenant, terminons cela. J'ai répondu au téléphone à la 4e sonnerie. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste pressé le téléphone contre mon oreille et écouté la lourde respiration statique à l'autre bout de la ligne. Alden, a dit mon père. Sa voix était complètement différente. Le ton tonitruant, arrogant et autoritaire qu'il utilisait pour dominer les salles de conseil et les dîners de famille avait complètement disparu. Il semblait plus âgé. Il semblait plus petit. J'entends que tu as vendu le vignoble, dit-il prudemment, sondant le terrain. Oui, ai-je répondu, ma voix parfaitement égale. Il y eut une longue pause agonisante. J'entendais les rouages tourner dans sa tête. Il essayait de comprendre comment mener une conversation avec un fils qui avait maintenant plus de richesses liquides que tout son empire de franchise combiné. 65 millions de dollars, a-t-il finalement marmonné, presque comme si prononcer le chiffre à voix haute lui causait une douleur physique. Cessez tout un coup, mon fils. J'ai laissé le silence s'étirer. Je n'ai pas intervenu pour le mettre à l'aise. Je n'ai pas cherché sa validation. Je l'ai juste laissé se noyer dans la gêne qu'il avait lui-même créée. Puis il a fait exactement ce que les personnes toxiques font lorsqu'elles sont acculées. Il a essayé de réécrire l'histoire. Tu sais, Alden, a-t-il dit, sa voix adoptant soudain un faux ton chaleureux. J'étais dur avec toi parce que je savais que tu avais du potentiel. Je savais que tu avais la vision immobilière dans le sang. Tu as mes instincts. J'ai toujours su que tu planifiais quelque chose de brillant là-bas. L'amour dur était juste pour te pousser vers la grandeur. Je suis incroyablement fier de toi. J'ai fermé les yeux. La pure et terrifiante illusion de ces mots m'a envahi. Il croyait sincèrement qu'il pouvait simplement agiter une baguette magique, effacer 3 ans d'abus émotionnels brutaux et s'attribuer le mérite d'un succès qu'il avait activement essayé de détruire. Il voulait être le père fier d'un millionnaire, ignorant complètement le fait qu'il était le père qui avait renié un fils en difficulté. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé les vignes mortes qui m'avaient acheté ma liberté, et j'ai parlé. Ma voix n'était pas en colère. Elle n'était pas amère. Elle était glaciale. Non, tu ne savais rien, ai-je dit calmement. Excuse-moi, a-t-il balbutié, clairement déstabilisé. Tu ne savais rien, ai-je continué, mes mots lents et délibérés. Tu m'as appelé le stupide en mangeant un steak. Tu t'es moqué de moi. Tu as dit à 300 personnes au mariage d'Octavia que tu n'avais que 2 enfants. Tu m'as légalement retiré de ton testament parce que tu pensais que mon existence était une tâche sur ton héritage. Alden, écoute. Tu es émotif, a-t-il commencé, sa voix montant en défense. Je l'ai coupé, vidant complètement l'émotion de ma voix. N'essaie pas de réécrire l'histoire, Harrison. N'essaie pas de t'attribuer le mérite du feu que j'ai construit pendant que tu essayais de me congeler à mort. Tu as fait ton choix il y a 3 ans. Je vis juste avec ça. Je n'ai pas attendu sa réponse.
Je ne voulais pas entendre ses excuses, ses justifications ou ses fausses excuses. J'ai retiré le téléphone de mon oreille et j'ai appuyé sur le bouton rouge. L'appel s'est déconnecté. Je suis resté là, dans la vallée tranquille, tenant le téléphone. Pendant 29 ans, j'avais désespérément désiré l'approbation de cet homme. Je m'étais tordu en quatre, essayant d'être le fils qu'il voulait. Mais à ce moment précis, l'entendre essayer de revendiquer ma victoire, j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement puissant. Je n'avais plus besoin de son approbation. Je ne la voulais même plus. Le basculement du pouvoir était absolu et permanent. Mon père n'était plus un géant dominant ma vie. C'était juste un homme vieillissant et peu sûr de lui qui avait réalisé qu'il avait repoussé la seule chose qu'il respectait réellement, le succès absolu et indéniable. Mais c'était trop tard. Il ne pouvait pas se permettre le prix d'entrer à ma table. Tandis que ma famille de sang s'affairait dans la panique, essayant désespérément de trouver comment s'accrocher à ma nouvelle richesse, j'ai tourné mon attention vers les gens qui le méritaient vraiment. Les gens qui avaient vu ma valeur quand mon compte bancaire était à zéro. Ma première étape fut la succursale bancaire locale, en ville. Je me suis assis avec le directeur régional, j'ai signé une pile de documents confidentiels et j'ai entièrement remboursé le reste de l'hypothèque de la ferme d'Orson. Le vieil homme luttait avec les paiements depuis une décennie, à cause des mauvaises récoltes et de l'augmentation des coûts d'équipement. Je savais que si je lui remettais un chèque, sa fierté tenace ne lui permettrait jamais de l'accepter. Alors, je m'en suis occupé discrètement. Quand la banque a appelé Orson pour lui dire que sa ferme avait été entièrement payée par un bienfaiteur anonyme, il a conduit son camion directement jusqu'à ma cabane pourrie. Il a claqué ses lourdes bottes sur mon porche, les larmes brillant dans les rides profondes autour de ses yeux. Il n'a pas dit merci. Il m'a juste regardé, a sorti un pot de confiture de pommes maison de son manteau, l'a posé sur la rampe, et a grogné « Tu es un bon gamin, Alden ». Puis il s'est retourné et est parti. Ce fut la conversation la plus émouvante que nous ayons jamais eue. Ensuite, il y a eu Rowena. Elle m'avait laissé acheter des graines et des outils à crédit pendant des mois, quand je mourais de faim, uniquement sur la base d'une poignée de main. Je n'ai pas seulement réglé ma note. J'ai fait venir mon équipe financière dans son petit magasin de fournitures agricoles. Nous avons créé un fonds d'investissement, injectant 2 millions de dollars directement dans son entreprise de chaîne d'approvisionnement, lui permettant d'ouvrir 3 nouveaux sites à travers l'État et d'embaucher une douzaine de nouveaux employés. Quand nous avons finalisé l'accord, elle m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient craquer. Le contraste ironique entre les étrangers qui sont devenus ma famille et les parents de sang qui sont devenus des étrangers était magnifique. Alors qu'Orson et Rowena prospéraient, les retombées sociales pour ma famille biologique furent un poison absolu. Mon père avait passé 3 ans à se vanter bruyamment auprès de ses amis de la haute société, de ses partenaires de golf et de ses associés, sur la façon dont il avait héroïquement coupé les ponts avec son fils bon à rien. Il avait fait de mon échec une pierre angulaire de sa persona publique. Mais la haute société est incroyablement inconstante, et la richesse est la seule vérité qu'elle respecte. Lorsque la nouvelle de l'accord de 65 millions de dollars s'est répandue dans les cercles du country club, ma famille est devenue la risée absolue. Octavia a perdu 2 clients importants parce qu'ils ont réalisé qu'elle avait publiquement intimidé un frère qui s'avérait être un savant de l'immobilier, la faisant paraître stupide et totalement dépourvue de jugement professionnel. Kendrick a essayé de se vanter de mon succès dans ses salles de sport, affirmant qu'il m'avait donné le conseil d'investissement initial, jusqu'à ce que l'un de ses entraîneurs le démente publiquement pour mensonge. Et mon père, il a dû s'asseoir dans les fauteuils en cuir de son country club, sirotant un scotch coûteux, et écouter ses riches pères parler avec admiration de la manœuvre foncière brillante et impitoyable, réalisée par le fils qu'il avait si publiquement jeté à la poubelle. L'humiliation l'a dévoré vivant. Il a essayé de m'appeler quelques fois de plus au cours des 6 mois suivants, mais j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué Octavia. J'ai bloqué Kendrick. Je les ai laissés vivre avec les conséquences de leur propre cruauté. Ils voulaient adorer l'argent et le statut, et ils ont finalement perdu le seul membre de la famille qui les avait jamais vraiment aimés pour ce qu'ils étaient. La justice était poétique, et d'une tranquillité dévastatrice. Je n'ai pas tout vendu. Lors des négociations avec les promoteurs du méga resort, j'ai inclus une clause spécifique et non négociable dans le contrat. J'ai gardé exactement 2 acres de la propriété originale, situés juste au bord de la vallée, surplombant l'énorme chantier de construction. Et sur ces 2 acres, j'ai gardé la cabane en bois pourrissante et délabrée. Je ne l'ai pas démolie pour construire un manoir.
J'ai bien réparé le toit pour qu'il ne fuit plus. Et j'ai finalement acheté un vrai lit king size confortable pour que mon dos cesse de me faire mal, mais j'ai gardé la structure exactement telle qu'elle. J'ai même accroché mon manteau d'hiver rafistolé avec du ruban adhésif et déchiré, sur un crochet près de la porte d'entrée. Je mène une vie très confortable maintenant. Je voyage. J'investis dans des entreprises locales, et je n'ai plus jamais à regarder une étiquette de prix dans une épicerie. Mais je passe encore la plupart de mes week-ends assis sur le porche de cette vieille cabane, buvant du café noir, et regardant le resort de luxe se construire au loin. Je la garde parce que c'est le rappel ultime de qui je suis réellement. L'argent n'a pas changé mon caractère. Il a simplement révélé celui des autres. Les gens qui vous rejettent le plus vite, ceux qui se moquent de vos lutheries, de vos bottes sales, sont généralement ceux qui vous comprennent le moins. Leur opinion sur votre potentiel ne concerne jamais réellement vous. Elle concerne entièrement la forme du succès qu'ils ont été enseignés à reconnaître. Si vous ne correspondez pas à leur moule superficiel et prédéterminé, ils vous appelleront le stupide. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que votre vision leur est complètement illisible. Les 65 millions de dollars ne m'ont pas rendu génial. Et ils ne m'ont certainement pas rendu une meilleure personne. Ils ont juste forcé le monde à être d'accord avec quelque chose que je savais déjà, tranquillement et avec confiance, pendant 3 années incroyablement difficiles, tout seul. J'ai survécu au froid. J'ai survécu à la trahison. Et j'ai construit un empire dans la terre qu'ils m'ont jeté. Alors, je veux vous poser la question, car j'y pense souvent, assis sur ce porche. Avais-je tort de les exclure complètement? Aurais-je dû donner à mon père, l'homme qui m'a effacé, une chance de s'excuser et de faire partie de ma nouvelle vie? Le sang signifie-t-il vraiment que vous devez à quelqu'un votre paix d'esprit? Ou la famille n'est-elle qu'un mot que les gens utilisent pour justifier le franchissement de vos limites? Qu'auriez-vous fait si vous étiez à ma place, avec un chèque de 65 millions de dollars en main? Avez-vous déjà été l'invisible de votre famille? J'aimerais beaucoup entendre votre histoire. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Je lis chacun d'eux. Si mon parcours a résonné en vous, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à pour plus d'histoires vraies de douce et silencieuse justice. Votre soutien signifie tout pour cette chaîne. Continuez à bâtir votre empire dans l'ombre et je vous retrouverai dans la prochaine.